Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Le président de la République est à Kigali, dans la capitale rwandaise. Ibrahim Boubacar Keïta participe au 20e anniversaire du génocide du pays. Cet événement tragique a fait quelques 800 000 morts. La cérémonie commémorative sera marquée par une marche de souvenirs. Envoyés spéciaux Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Tout a commencé ce 6 avril 1994. Le président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, participait à un sommet régional sur l'application d'un accord de partage du pouvoir avec le Front patriotique rwandais FPR, essentiellement Tutsi. L'avion ramenant le président Habyarimana a été abattu au-dessus de Kigali. Dans les heures qui suivent, sont assassinés des dizaines de personnes, Tutsi majoritairement, et personnalités Hutu appuyant ce partage du pouvoir. C'est le 7 avril 1994 que débutent véritablement les massacres systématiques des Tutsis du pays, vieillards, femmes et bébés compris en raison de leur ethnie. Un conflit de 3 mois qui a fait quelques 800 000 morts. Une théorie soutenue par des messages de haine véhiculés par la célèbre radio Mille Collines. Ce lundi 7 avril 2014, le Rwanda commémore donc les 20 ans de la fin du génocide. Un événement auquel participe le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État dit venir exprimer au peuple rwandais toute la solidarité du Mali. Je crois que tout homme qui a du cœur ne peut que s'associer physiquement ou de cœur avec le peuple rwandais 7 avril. Je suis donc ici pour témoigner la sympathie du peuple du Mali, la mienne, à ce vaillant peuple qui a subi ce que rarement un peuple aura subi. Et pour qu'ensemble, avec le peuple rwandais et tous les autres peuples du monde, nous ne disions plus jamais ça. La cérémonie commémorative du génocide rwandais est placée cette année sous un triple signe, mémoire, unité et renouveau. Elle sera marquée par une marche du souvenir vers le plus grand stade de Rwanda, où le président Paul Kagame prononcera un discours. On assistera également à une veillée funèbre en hommage des 800 000 personnes tuées au cours de l'événement tragique. Tout au long de l'année 2014, diverses activités seront organisées avec un accent particulier sur le bilan des 20 ans post-génocide, la justice et surtout la quête de réparation pour les victimes et les survivants. Vous le savez, depuis le samedi soir, Moussa Mara a été nommé Premier ministre à seulement 39 ans. Le ministre Mara dispose d'énormes atouts pour mener à bien le programme du président de la République si l'on se réfère à son cursus universitaire, sa carrière professionnelle et son audience auprès de la jeunesse. Pour son portrait, notre reporter Mamari Kone est allé à son rencontre. Le nouveau Premier ministre s'appelle Moussa Mara. Il est né le 2 mars 1975 à Bamako. Il fit ses études primaires à l'hyper-annexe de Bamako entre 1980 et 1989. Il fréquente ensuite le lycée Askia Mohamed de 1989 à 1992, année à laquelle il passe son bac en série sciences exactes. Pendant ses études supérieures en France, Moussa Mara obtient le BTS en 1994. Brillant étudiant, il passe ensuite les examens intermédiaires de l'expertise comptable au rythme de 2 examens par an pour arriver au diplôme d'études supérieures comptables financières en fin 1996. Il est expert comptable stagiaire à seulement 22 ans. À 25 ans, il est expert comptable diplômé. En 1997, sa vie professionnelle démarre à la société d'expertise comptable Diara. Il y devient directeur associé pour l'Afrique de 2000 à 2013. Moussa Mara s'inscrit à l'ordre des experts comptables du Mali en 2000. Formateur des formateurs à l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA au Bénin, il fut chargé de cours de comptabilité approfondie au CESAC de Dakar et également conseil de l'État malien et de plusieurs autres organismes sur les questions de politique institutionnelle, de stratégie de développement et d'audit. Il fut secrétaire général de l'ordre des experts comptables du Mali de 2002 à 2007 avant de devenir vice-président du conseil comptable ouest-africain. Le nouveau Premier ministre a un riche parcours politique et citoyen. Il fut président d'honneur de plusieurs associations de développement local ou de soutien à la jeunesse. Candidat aux élections municipales en 2004, 2009 et 2011, il est élu maire de la commune 4 de 2009 à 2013. Les populations de cette commune gardent encore un bon souvenir de son passage à la mairie. Il crée le parti Yéléman Le Changement en juillet 2010. Moussa Mara a été également candidat aux élections législatives de 2007 et à la présidence
présidentielle de 2013. C'est le 5 septembre 2013 qu'il est appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Dans ces départements, il s'est beaucoup investi dans la libération des voies publiques, l'inventaire et la sauvegarde des espaces verts. Le nouveau Premier ministre est également un homme de culture et pétri de son histoire. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont l'État du Mali, Présentation et diagnostic en 2011, État du Mali, Piste d'amélioration en 2012. Son entourage reconnaît en lui un homme intelligent, entreprenant et inventif. Au chapitre des distinctions honorifiques, Moussa Mara est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis janvier 2009. Le nouveau Premier ministre est marié et père de 3 enfants. La première session ordinaire de la 5e législature de l'Assemblée nationale a débuté ce matin. Un des invités de cette session, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Mathurin Kofi Nago, est au micro de Mamourou Sidibé pour nous dire ce qu'il attend de la session. Il y aura la rentrée parlementaire et nous devons venir pour féliciter nos collègues maliens. Je pense que la solidarité doit commencer d'abord par les parlementaires. Et nous ne pouvions rater cette occasion pour féliciter nos collègues parlementaires, les encourager à poursuivre dans cette voie. Je pense comme d'habitude, les parlementaires au Bénin comme au Mali vont se préoccuper des besoins, des attentes des populations. J'attends à ce que l'ordre du jour soit bien chargé, mais l'ordre du jour tenant compte des problèmes, des besoins, des attentes des populations, mais aussi des questions d'actualité. Et je sais également que nous avons souvent des préoccupations au niveau de la coopération interparlementaire, de la diplomatie parlementaire. Vous savez qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des organisations interparlementaires qui nous permettent d'échanger nos expériences, qui nous permettent également, ensemble et collectivement, d'aider, d'accompagner nos gouvernements et de faire en sorte que les problèmes de développement qui se posent à nos pays soient résolus progressivement en tenant compte des opportunités des uns et des complémentarités que nous offrent nos différents pays. Il y a 2 ans, les jeunes de Gao, organisés en brigade de vigilance, se sont opposés aux occupants de leur ville. Ce mouvement de résistance a été créé le 4 avril 2012 sous le nom de Jeunes Patrouilleurs. Leur refus de coopérer au principe de sécessionnistes ou d'islamistes avait coûté la vie à certains d'entre eux. C'est pour rendre hommage à ces personnes tombées pour la défense de la nation que les jeunes de Gao ont institué ce cadre. Le reportage de Drissa Koni. Les populations de Gao ont massivement répondu à l'appel des jeunes pour la commémoration du 2e anniversaire de leur résistance contre les occupants. Avec la paix retrouvée, les jeunes veulent rendre hommage aux familles durement éplorées par la faute des bandits. La date du 4 avril restera longtemps gravée dans les mémoires. Ce qui s'est passé au cours de l'occupation n'est ni un fantasme, encore moins une chimère, mais une réalité. La jeunesse a affronté main nue les occupants armés à maintes reprises, avec comme corollaire des morts dans nos rangs. Les autorités administratives et politiques et les forces étrangères ont invité la jeunesse de Gao à inscrire toutes leurs actions en droite ligne de la vision de l'État. Au nom de l'aménagement, oui, reconnaître tous les efforts, tout ce que ces mouvements qui ont fait pour la libération, qui ont fait après la libération et qui continuent à faire. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. L'État est en train de se redresser. Les forces armées sont en train de monter en puissance. Les forces françaises sont avec nous. L'aménagement est à nos côtés. C'est-à-dire que l'État est en train de se tenir sur les jambes avec toutes les forces amies pour apporter quoi? Le bonheur aux populations. Une remise de nattes et de bouilloires dans les mosquées de Koweït et du tombeau des Askia, des prières en faveur de la paix, des visites de courtoisie aux parents des victimes et des expositions photos ont émaillé cette cérémonie consacrée au 2e anniversaire de la résistance des jeunes de Gao face aux occupants.
La commande publique des produits artisanaux est désormais officielle. Le Premier ministre avait donné instruction dans une lettre aux agents impliqués dans le processus de la commande publique de meubles. Cette vision du gouvernement permet non seulement de consolider l'économie de notre pays, amorcée depuis quelque temps, mais aussi de faire la promotion de meubles produits localement. Garibou Pérou est allé savoir les réactions des artisans sur cette décision du gouvernement. Le secteur de l'artisanat va très bientôt bénéficier de l'appui de l'État. La nouvelle a été donnée par le Premier ministre dans une lettre adressée au président des institutions, aux ministres et aux gouverneurs de région. Cette décision du gouvernement concerne la passation des marchés publics aux différents corps de métiers de l'artisanat. Elle permet de stimuler la production nationale. Il y a 171 corps de métiers. Mais dans les 171 corps de métiers, il s'agit de la construction métallique, la menuiserie bois et tous les métiers d'artisanat d'art. Dans les métiers de l'artisanat d'art, vous allez retrouver la bijouterie, la teinture, la sculpture, tout ce qui concerne la décoration intérieure, extérieure, les cadeaux. Mais la chance sera donnée à ceux qui font la qualité. L'artisanat à lui seul occupe près de 40% de la population malienne. Une telle mesure en leur faveur aura sans nul doute des impacts sur l'économie nationale. Elle est aussi une réponse à la question de l'emploi. Aujourd'hui, les artisans ils font des meubles, ils font des sacs, des séminaires, ils font du cuir, ils font des textiles comme les rideaux dans les bureaux et aussi des bijoux parce que je pense qu'on peut faire les médailles et les galons des militaires ici sur place par les bijoutiers. Donc ça veut dire que tous les artisans seront touchés par cette mesure-là. Dans un début, on peut faire des petites erreurs, mais ça doit se corriger. On ne doit pas aller jeter son enfant parce qu'il ne se concorde pas très bien. On le corrige, on dit qu'il faut faire comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. A Charani, a Djaranye, a Benama, me foli ke folo mɔgɔ minnu ye nin hakilina ta jamana kɔnɔ premier ministre n'a ka président ani ministre tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ barika da k'u ye ka foli k'u ye fɔlɔ n'i y'a mɛn gouvernement fana bɛ k'a fɔ u bɛ baara d'an ma u k'a y'an fana ɲɛ la k'a fɔ an bɛ fɛ ka baara fana kɛ an k'an digi an ka baara kan o la o fana bɛ gouvernement fana tɔ nisɔndiya ka na an ma o b'u fana kɛja k'an dɛmɛ an ka baara sira kan. C'est une très bonne chose parce que ça va faire de la valeur ajoutée. Au lieu de les acheter à l'extérieur, aller contribuer ainsi à enrichir d'autres personnes, il vaut mieux les faire ici. Non seulement l'État va gagner, mais nous aussi nous allons gagner. Et c'est le pays qui va gagner en fait finalement. La nouvelle vision du gouvernement exige des artisans la rigueur dans le travail, car les acquisitions doivent se faire dans le respect de la réglementation. Elles répondent à toutes les normes de qualité. Le secteur longtemps oublié, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes en train d'être pris en compte et je fais savoir que nous sommes un des piliers de l'économie locale. Et de ce fait, nous nous donnons la main pour avancer ensemble. C'est de travailler et se mettre à la hauteur de la qualification, c'est-à-dire être à un niveau de qualification permettant de satisfaire la demande. Si la qualité du matériau mis en œuvre, elle n'est pas bonne, il va sans dire que quelle que soit ton habileté, tu feras un travail qui peut être beau, mais la qualité de la mise en œuvre du matériau faisant défaut, il va sans dire que le client peut ne pas être satisfait. Le défi à relever est connu, justifier les capacités techniques, matérielles et aussi humaines. Nos artisans sont-ils en mesure de les relever? Les artisans maliens aujourd'hui sont en mesure de remplir pleinement leur mission. Mais comme dans la lettre, il est dit qu'il y a des mesures. Les mesures, c'est quoi? C'est les inciter à faire la formation. C'est les inciter à faire le perfectionnement. C'est les inciter à avoir une finition nette sur les produits. C'est un test. Donc c'est à nous de relever ces défis. Ces défis seront relevés uniquement en faisant la qualité et en respectant nos engagements. Je pense qu'on peut bien le faire. La réussite de cette première expérience dépend de la dynamique de l'artisanat. Elle réduira le taux de chômage et luttera contre la pauvreté. Une chose reste claire, dans plusieurs domaines et lors des rencontres internationales, les artisans maliens se sont toujours distingués.
Les forgerons maliens auraient pratiqué l'extraction du fer jusque dans les années 1930. La pratique a doucement disparu avec l'abondance du fer importé provenant des agents d'origine industrielle. Depuis 1998, les forgerons du village de Gondjan œuvrent à perpétuer ce savoir-faire malien. L'atelier de réduction du fer de Gondjan est le sujet du dossier culturel signé Cheikh Oumar Sangari. Au Mali, façonner le fer a toujours été l'œuvre du forgeron. Mais comment il trouvait la matière première? La recherche de la réponse à cette question nous a conduit à Gondja, situé dans la commune rurale de Tchemena, à quelques 25 km de Bla. Ici, forger est l'activité principale. Le village est basé sur les travaux de la forge. Nous ne connaissons que ça. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Dans ce village, on retrouve l'un des ateliers de réduction du fer du pays. C'est un immense champ d'une quarantaine de hauts fourneaux dont un seul tient encore debout. La recherche du minerai de fer est complexe et ingénieuse. De ce qu'on a appris de nos anciens, on creusait le sol avec une barre de fer de 3 à 4 mètres, spécialement conçue pour ça. On fait un trou au sol, on y met de l'eau et pénètre la barre de fer. On l'enfonce petit à petit. Quand ça touche au minerai de fer, ça se sent par le bruit produit. Après l'obtention du minerai de fer, commencent d'intenses activités de métallurgie. C'est là que ces hauts fourneaux, seuls encore fonctionnels, entrent en activité. Après avoir obtenu les minéraux de fer, on allume le feu dans le haut fourneau et on y met les minéraux de fer. On met le maximum de bois et ça brûle. Quelqu'un le remet du haut du fourneau. Et quand c'est prêt, les autres font sortir les boules de fer obtenues par le bas du grand fourneau. Le village de Gondja comprend 5 ateliers dans lesquels on fabrique des objets comme les fusils, la hache, la daba, dont 200 unités sortent chaque jour de grandes activités de ces ateliers. Aujourd'hui, la forge se modernise dans sa conception initiale. Aujourd'hui, le machinisme est introduit dans la fabrication de la forge. Autrefois, elle était faite à base de banco et de peau. On passait la journée à le manipuler. Même s'il n'est point question pour les vieux forgerons de remplacer les méthodes actuelles d'acquisition du fer, ils font de leur mieux pour que ce savoir-faire malien perdure. On ne peut pas vivre de la réduction du fer, car ça demande trop d'efforts et trop de temps par rapport à son revenu. Cependant, il n'y a pas longtemps, on l'a pratiqué pour l'apprendre aux jeunes du village, à eux de savoir garder cette connaissance. Gondja est un village d'1 millier d'âmes environ, exclusivement habité par les forgerons. Cette maisonnette contient un bout de fer enfoncé sous le sol. On l'appelle Djuranege. Il est sacré et joue un rôle protecteur dans le village. Cela dénote du lien ancestral entre les forgerons et les fers. Le village de Gondja a trouvé Djuranege ici. Nos pères et grands-pères ont vénéré ces fers sacrés. Ils l'incarnaient à travers des cérémonies rituelles qui regroupaient tous nos parents. Ils ont creusé pendant très longtemps, mais n'ont pas pu atteindre le bout de Djuranege. L'atelier de réduction du fer de Gondja a été remis en activité en 1998 sous l'initiative de Fé Kondji Konaté, chef de village d'alors, pour, dit-il, pérenniser ses savoir-faire traditionnels en l'enseignant aux générations actuelles par la pratique. Nous allons
rester dans la culture avec la célébration du Dégal de Dialoubé ou Dégal Djali, un événement culturel phare des éleveurs peuls du delta intérieur du Niger qui marque la dernière étape de la descente des troupeaux dans les bourgoutières du lac Debo. Le reportage de Yacouba Maïga. Le Dégal, autrement dit la descente des troupeaux dans les bourgoutières, est une manifestation culturelle majeure de la communauté peul éleveur qui commémore le retour des animaux de la transhumance. La commune de Dialoubé constitue la dernière étape de cette descente qui ouvre l'accès des bourgoutières du lac Debo au cheptel. Le Dégal remonte au XIVe siècle avant d'être réorganisé en 1821 sous l'impulsion du souverain Sékou Amadou, conformément à une nouvelle réglementation de l'activité d'élevage et de la transhumance. Si le Dégal se passe très bien, ça veut dire qu'il y aura moins de conflits pour la saison. Donc ce symbole, pour nous, doit être sauvegardé. Au-delà de sa symbolique et de son caractère festif, le Dégal de Dialoubé est en passe de devenir une véritable industrie culturelle. En témoigne son inscription par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. Cette tradition, je crois qu'elle doit être maintenue. Et c'est vraiment une tradition propre à Dialoubé. Et j'encourage les autorités locales à la parfaire davantage. Le clou de l'événement étant l'accès des animaux aux bourgoutières. C'est le troupeau du Djoro, communément appelé Hore Wumbere, qui donne le ton comme le veut la tradition, suivi des autres troupeaux, tous conduits par des jeunes bergers dont la bravoure et l'intégrité sont chantés partout à travers des poèmes et autres chants du terroir. La fête était tout simplement belle et elle mérite d'être préservée pour les générations futures. Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les informations, c'est à 18h et à 20h avec Nyanya Alou Traoré. D'ici là, prenez soin de vous en cette période de chaleur. Bon après-midi à tous et à demain 10h-13h.